Bonsoir à tous. Donc, nous allons nous retrouver ce soir pour parler de l'alimentation dans l'évolution humaine. Et ce cours et ce séminaire va comme la dernière fois, se passer avec deux voix. Donc, je vais vous parler des méthodes et puis des problèmes généraux de l'évolution de l'alimentation, en particulier de l'alimentation carnée et puis de la cuisson des aliments, d'où le titre de ce cours qui n'est pas juste un clin d'œil à Lévi-Strauss. Et puis ensuite, ma collègue Amanda Henry vous parlera plus particulièrement de la question de l'alimentation végétale, qui est un sujet dont on parle assez peu quand il s'agit de paléolithique, de préhistoire ancienne. Alors avant de commencer mon cours, je voudrais donner une information technique. On m'a demandé la dernière fois des références bibliographiques. Et donc, vous trouverez en ligne sur le site du collège une liste des références bibliographiques qui sont citées dans le cours. Donc, quand vous voyez le nom d'un auteur avec une date, normalement, vous devriez retrouver ça sur le site du collège. Donc, je le ferai pour ce cours et puis je le ferai rétroactivement pour le cours précédent. Donc, ce soir, nous allons parler un petit peu, comme je vous l'ai dit, des méthodes qui nous permettent de reconstituer le régime alimentaire de nos ancêtres. Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose de si facile. Il y a des nombreuses techniques qui sont développées ces dernières années, mais dont l'utilisation donne des informations qui sont souvent partielles. Plus particulièrement, je m'intéresserai ce soir au problème de la consommation de la viande. L'homme est un primate tout à fait original, c'est un primate carnivore, et vous allez voir que la question de quand et comment et pourquoi ce comportement s'est développé est quelque chose qui a une grande importance pour comprendre l'évolution humaine. Puis ensuite, donc, nous parlerons du feu et de la cuisson, qui est une innovation au cours de l'évolution humaine qui a une grande importance, pas sur le plan comportemental et social seulement, mais aussi sur le plan physiologique. Et puis on essaiera d'en tirer quelques conclusions. Comment reconstituer le régime alimentaire de nos ancêtres? Eh bien, depuis les débuts de la paléoanthropologie, on a commencé à regarder d'abord les restes humains eux-mêmes pour essayer d'en tirer des informations. Et en appliquant des principes d'anatomie comparée, on a analysé en particulier l'anatomie dentaire. Je vous ai mis sur cette diapositive une représentation du palais et de la dentition d'OH5, donc c'est le fameux zinjanthrope, hein, cet australopithèque robuste d'Olduvai. Et vous voyez sur cette photo que les proportions dentaires sont très très différentes de ce qu'elles sont chez un homme actuel, avec une dentition post-canine, une denture post-canine qui est extrêmement puissante, une grande surface pour les molaires, pour les prémolaires. Et on imagine assez bien que cette morphologie, avec une réduction des incisives et des canines, et puis ce grand développement de la denture jugale, a une signification adaptative. Et dans le cas présent, dès le début, on a soupçonné que cette espèce était adaptée à une nourriture très dure, très coriace. D'ailleurs, on lui a donné le nom de casse-noisette, un nutcracker. Parce qu'effectivement, il avait un système masticateur très puissant. Alors, on peut aller plus dans le détail de l'anatomie, et aujourd'hui, on est capable notamment de regarder l'émail dentaire dans son épaisseur, dans sa structure, et toute une série d'études quantitatives peuvent être menées sur les différents tissus dentaires. Et on s'intéresse beaucoup, par exemple, aux variations d'épaisseur de l'émail dentaire chez les hominidés, et aussi à l'organisation à l'intérieur de l'émail dentaire des prismes d'émail. Dans le cas de ces australopithèques robustes, par exemple,
il semble bien qu'on ait une structure de l'émail dentaire avec des prismes qui s'enchevêtrent en donnant une très très grande résistance à l'émail. On peut aussi regarder, toujours sur les restes d'hominines fossiles, la façon dont ce système masticateur a fonctionné et notamment comment l'émail dentaire a été usé par les aliments. On a des moyens microscopiques assez sophistiqués aujourd'hui pour analyser la surface de l'émail dentaire et avec des références d'espèces qui ont des adaptations à des régimes complètement différents, on peut retourner vers le matériel fossile et essayer de l'interpréter. On a non seulement fait ça de façon qualitative, simplement en regardant la morphologie des surfaces dentaires au microscope, mais aujourd'hui, on a des moyens de reconstituer cette topographie de façon très très fine, et on a des outils mathématiques, en gros, qui permettent de quantifier l'isotropie de ces, par exemple, de ces stries d'usure, l'importance de ces dommages faits à l'émail, et on peut relier ça à un certain nombre de régimes alimentaires connus, avec quand même une difficulté quand on utilise cette méthode, c'est que cette usure de l'émail dentaire, c'est une usure qui, évidemment, n'est pas très rapide à l'échelle de la vie d'un individu, mais quand on s'intéresse à des structures microscopiques, c'est quelque chose qui est relativement rapide. Et dans le fond, quand on examine ces structures-là, on a accès à ce qui s'est passé dans la vie de cet individu peu de temps avant sa mort. En gros, on a accès à son alimentation pendant les derniers jours, les dernières semaines. Mais s'il y a, par exemple, des variations saisonnières très importantes de l'alimentation, on risque de ne pas les voir. On peut aller encore plus loin dans l'analyse microscopique des structures dentaires. Alors, il s'agit cette fois-ci non pas uniquement d'analyser les tissus dentaires eux-mêmes, mais d'analyser des dépôts de résidus sur ces tissus dentaires. Je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet parce que Amanda Henry est la spécialiste, et d'ailleurs vous avez son nom en bas de cette image, mais Amanda et d'autres auteurs ont réussi à extraire du tartre dentaire toutes sortes de particules, en particulier des phytolithes, qui sont des petites particules siliceuses produites par les plantes, mais aussi des grains d'amidon et puis d'autres choses encore qui se trouvent fixées dans la plaque dentaire, fossilisées en quelque sorte, et qui nous donnent des informations sur ce qu'il pouvait y avoir dans la bouche de ces individus. Et puis, évidemment, parallèlement à toutes ces recherches sur les restes humains eux-mêmes, il y a toutes les informations qui ont été fournies par l'archéologie. Quand on ouvre un gisement archéologique par une fouille, ici c'est un gisement qui se trouve en Charente, c'est le gisement de Jonzac, où nous avons travaillé plusieurs années. C'est un gisement moustérien très important avec de nombreux niveaux d'occupation. Et si je zoome à l'intérieur de ce gisement, pour voir un petit peu ce qui se passe là au fond, eh bien, ce que vous voyez sur la photographie de gauche, c'est en fait une accumulation énorme d'ossements, de rennes essentiellement. Il y a aussi un peu de bison, de cheval, mais surtout du renne. Et certains de ces niveaux archéologiques sont littéralement formés d'ossements de rennes. Donc ce sont les restes d'animaux qui ont été abattus sur une assez grande période de temps par ces hommes qui les ont laissés derrière eux. Et évidemment, c'est une source d'information directe sur l'exploitation de la faune par les hommes. Alors on peut analyser ce matériel de différentes façons. On s'intéresse à la démographie en quelque sorte de ces restes d'animaux et puis aussi à leur traitement par les hommes. Quand on regarde la distribution en âge d'une troupe de rennes sauvages,
on a une distribution de ce type-là, avec beaucoup de jeunes, mais dont l'espérance de vie est souvent assez limitée. Et puis ensuite, une distribution par classe d'âge qui décroît jusqu'aux individus les plus vieux. On peut, en utilisant des techniques en particulier sur les dentures de ces animaux, on peut faire des estimations assez précises de l'âge des individus fossiles qu'on trouve dans un gisement. Dans un gisement paléontologique naturel, comme dans un gisement archéologique qui est dû à l'activité humaine, on ne trouve pas souvent ce genre de distribution. Pourquoi ? Eh bien parce que cette population, elle va subir l'agression de l'environnement, elle va vieillir, et les individus qui vont mourir, ça va être surtout des individus très jeunes, et puis aussi des individus plus âgés. Donc ça, c'est la distribution que l'on a, l'attrition naturelle de cette population, ce qu'on trouverait dans un gisement où les animaux morts s'accumuleraient naturellement. On peut représenter ces différentes distributions sur un diagramme de ce type où on a des proportions qui représentent les individus les plus jeunes, les individus les plus vieux, et puis ici les jeunes adultes, donc les naissances, les très vieux, et puis les jeunes adultes. Et une attrition naturelle est représentée ici. Ici, c'est la population naturelle. Alors, on peut maintenant regarder ce qui se passe dans un gisement archéologique comme celui de Jonzac. Et dans un gisement comme celui de Jonzac, on trouve une distribution de ce type-là qui nous montre clairement que ça n'est pas une attrition naturelle de la population. Cette accumulation, elle est bien liée à l'activité humaine et elle est proche de la population vivante avec quand même un biais du côté des jeunes adultes qui sont les proies que les hommes visent principalement lorsqu'ils chassent. Et donc, ce genre d'étude permet, quand on a un assemblage osseux, de se faire une idée du degré d'action des hommes dans la formation de cet assemblage, ou au contraire, de mettre en avant des phénomènes naturels ou l'activité des carnivores. Évidemment, on recherche sur ces ossements des traces d'activité humaine, transport, et le transport des carcasses se traduit essentiellement par un tri des parties anatomiques qui sont représentées dans le gisement. Surtout pour les gros animaux, les grosses proies, les hommes ne ramènent pas tout l'ensemble de l'animal dans leur site d'habitat. Et puis surtout, tout ce qui est traces de découpe, percussion pour extraire la moelle, et il y a tout un travail qui est fait sur le plan expérimental pour comprendre la genèse de ces traces d'activité. Alors pourquoi on se donne tout ce mal ? Bien, évidemment pour comprendre la façon dont sont traités ces restes par les hommes, mais aussi pour séparer ce qui est dû à l'activité humaine de ce qui est dû à l'activité des carnivores. Il fut un temps où, en gros, tout ce qui était trouvé dans un site archéologique, où il y avait des outillages paléolithiques, était considéré, j'allais dire par défaut, comme lié à l'activité humaine. Alors, on sait aujourd'hui que c'est faux, que pratiquement dans tous les sites paléolithiques, il y a peu ou prou une activité des carnivores. À Jonzac, ce n'est pas une activité qui est très très forte, mais il y a des gisements où cette activité est beaucoup plus intense. Et en particulier, quand il s'agit de reconnaître les premiers assemblages où on a à la fois des outillages humains et puis des restes d'animaux, et donc d'en déduire si oui ou non les hommes ont chassé, charogné, il est très important dans ces assemblages-là de reconnaître l'activité des carnivores, et de fait, de nombreux assemblages très anciens sont essentiellement dus à l'activité des carnivores. Donc une fois qu'on a regardé la morphologie des restes humains, une fois qu'on a regardé les restes d'animaux qu'on trouve dans les gisements, il nous reste un certain nombre de techniques qui sont développées ces dernières années et qui sont essentiellement des techniques héritées de la géochimie et de la biochimie. Et
en particulier des techniques fondées sur l'analyse des isotopes. Vous savez que chaque élément naturel, chaque type d'atome existe en fait pour un élément donné sous diverses formes. Et ces diverses formes représentent ce que l'on appelle donc des isotopes d'un élément qui varient de l'un à l'autre par le nombre de neutrons qui sont contenus dans le noyau. Autrement dit, ces isotopes d'un élément ont les mêmes propriétés chimiques parce qu'ils ont le même nombre d'électrons, le même nombre de protons, mais ils vont avoir une masse légèrement différente à cause de l'existence de neutrons supplémentaires. Alors à cause de cette masse légèrement différente, eh bien, ils vont se comporter de façon un petit peu différente dans les processus chimiques, et quand ils vont se retrouver dans des composés, dans des molécules, ces molécules vont avoir des masses un petit peu différentes et au cours des processus physiologiques vont réagir avec plus ou moins de célérité. Et donc on va observer dans un certain nombre de ces processus un fractionnement de ces molécules en fonction de leur masse, et donc un fractionnement de ces isotopes. Et c'est particulièrement vrai au cours des processus d'alimentation, d'assimilation. Alors pour ce qui est du carbone, on a un carbone plus lourd que le carbone normal qui est le carbone 12, on a un carbone 13, on a un carbone 14 qui est encore plus lourd mais qui lui est radioactif. Même chose pour l'azote, pour lequel on a un azote 15 qui est plus lourd que l'azote normal 14. Alors ces éléments, ces isotopes plus lourds existent dans des proportions très très faibles dans la nature. Vous voyez, ce sont des proportions pour ce qui est du carbone autour de 1% pour le carbone 13 et le carbone 14, et encore plus faible pour l'azote. Alors pourquoi j'ai choisi de vous montrer ces deux éléments? Bien parce que ce sont des éléments qui ont été abondamment utilisés pour essayer de comprendre l'alimentation des hommes du passé. Évidemment, le carbone et l'azote sont impliqués dans de nombreuses molécules organiques. Alors, disons un mot pour commencer du carbone. Le carbone que nous absorbons avec nos aliments, son origine, c'est une origine végétale. Les végétaux passent dans une chaîne avec les herbivores qui les consomment et puis des carnivores qui vont consommer ces herbivores. Et donc, il y a un fractionnement isotopique qui se produit le long de ces chaînes alimentaires. Et donc, il est important d'aller à la base de ces chaînes pour comprendre comment elles s'organisent. Dans la nature, il existe plusieurs catégories de plantes, essentiellement deux, en fait trois, qui absorbent le gaz carbonique de façon un petit peu différente. Et la façon dont ces plantes absorbent le gaz carbonique va se traduire par une proportion en carbone 13, donc cet isotope stable du carbone qui est un peu plus lourd, plus important dans les plantes que l'on appelle plantes en C4 que dans les plantes dites en C3. Alors cette expression en C4 ou en C3 vient du fait que lors de l'assimilation du carbone par ces plantes, par un cycle assez complexe, les plantes en C4 produisent une molécule avec, à un moment donné de leur cycle avec 4 carbones, les plantes en C3 avec 3 atomes de carbone. Et donc, ces plantes, excusez-moi, je reviens en arrière une seconde, donc ces plantes en C3 et en C4, pour bien préciser de quoi il s'agit, les plantes en C3, ce sont la plupart des plantes qu'on trouve dans le milieu tempéré, et dans les zones tropicales, ce sont pratiquement tous les arbres qui sont des plantes en C3. Les plantes en C4, ce sont des plantes qui se sont adaptées dans les zones tropicales à des conditions très arides. Et puis, c'est aussi un certain nombre de plantes cultivées qui ne nous intéressent pas beaucoup pour l'étude du paléolithique. Je
pense au maïs par exemple, mais qui a un grand intérêt pour les gens qui s'intéressent à la préhistoire récente et au développement de l'agriculture. Donc dans ces plantes en C4, comme je vous l'ai dit, on a un enrichissement en carbone 13, et cette différence qu'on observe entre plantes en C3 et plantes en C4, eh bien, va se retrouver dans les tissus des animaux herbivores qui consomment ces plantes. Alors avec des variations d'un tissu à l'autre, muscles, os, tissus dentaires, et au final, on va retrouver ces différences dans les carnivores qui consomment ces herbivores. On peut donc placer les tissus de ces différents animaux dans un diagramme comme celui-là, avec des valeurs de carbone 13, de taux en carbone 13, qui varient en fonction de l'origine de leur nourriture. Donc on a une chaîne trophique qui démarre avec les plantes en C3, et puis on a une chaîne trophique qui démarre avec les plantes en C4. Le long de ces chaînes trophiques, ce qui se passe essentiellement, il y a des petits changements de valeur en C13, mais il y a surtout une variation du taux d'azote 15 qui va augmenter à chaque fois qu'on s'élève d'un niveau dans la chaîne trophique. Et donc on peut on peut placer tous ces animaux sur ce diagramme, sur ces chaînes trophiques. Ici, j'ai placé un homme qui mangerait du maïs. Donc vous le voyez, il est très près des valeurs du maïs, qui est une plante en C4. Mais si cet homme mangeait surtout du poisson, bien, il se retrouverait ici avec les phoques. Et puis, s'il mangeait surtout de la viande de mammifères, d'herbivores terrestres, il se retrouverait ici avec le loup ou avec le renard. Et donc, cette approche s'est révélée extrêmement fructueuse pour comprendre l'alimentation des hommes du passé. Le principe est assez simple. On extrait des molécules organiques, généralement du collagène, dans lesquelles on mesure les taux de ces isotopes. Et à supposer que dans les sites où on a ces restes humains, on a aussi des restes animaux, eh bien on peut construire un spectre comme celui-là et placer l'homme dans ce spectre-là et se faire une idée assez précise de son alimentation. Alors, je vous ai montré cet exemple du carbone et de l'azote, mais surtout ne croyez pas que les paléanthropologues se sont limités à ces isotopes-là, et il y a de nombreuses études qui ont été initiées sur d'autres isotopes. L'oxygène qui donne surtout des informations sur l'environnement, en particulier l'eau dans l'environnement, le soufre qui a récemment aussi été utilisé pour mieux comprendre l'alimentation, et puis on s'intéresse à des atomes plus lourds, des métaux, le fer, le strontium. J'en dirai peut-être un mot un peu plus tard. Donc, armé de tous ces outils, à la fois de la paléoanthropologie, de l'anatomie, de l'archéologie et puis de la biochimie, on peut commencer à se poser la question de l'évolution de l'alimentation humaine pendant les temps les plus reculés. Je vous rappelle que la dernière fois, on a examiné l'origine du genre Homo, et cette origine du genre Homo, on l'a déjà associée au début de la consommation de viande. En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, parce que même si l'homme est un primate carnivore qui est très différent des autres primates, le fait est que chez les grands singes, on connaît des cas de consommation de viande, en particulier chez les chimpanzés. Il y a plusieurs populations de chimpanzés qui consomment régulièrement de la viande chassée, généralement des petits singes. C'est une chasse qui est organisée et on en voit le signal dans la composition isotopique des tissus de ces individus. Alors c'est très important d'étudier ça d'un point de vue biochimique,
d'un point de vue isotopique. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'observation de la chasse ou de la consommation de viande par des chimpanzés, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais ça peut être un petit peu anecdotique. Avec la composition isotopique des tissus, on a une mesure réelle de cette consommation et on peut se faire une idée de ce que ça représente en proportion de l'alimentation générale. Alors en réalité, chez les chimpanzés, on peut trouver des individus qui ont des valeurs en azote 15 et en carbone 13 relativement élevées, donc ils se rapprochent un petit peu de ce qu'on observe chez les hommes, mais ce sont, j'allais dire, des individus exceptionnels. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les individus qui sont d'abord des mâles, qui participent à la chasse, et parmi ceux-là, ceux qui sont vraiment les chasseurs les plus efficaces, c'est-à-dire en gros ceux qui, à la fin, attrapent le petit singe et le mangent en premier. Et les autres individus du groupe, vous voyez ici une femelle avec son petit qui essaie de quémander un bout de viande, eh bien, les autres individus ne consomment que très très peu de viande, et c'est quelque chose qui est pratiquement négligeable dans leur alimentation. Alors avec les hommes, on a une situation complètement différente. Voici l'exemple ici de 4 populations de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles on a mesuré le pourcentage de viande dans le régime alimentaire en général. Alors la première chose, c'est que, évidemment, vous voyez que cette proportion est beaucoup plus élevée que ce qu'on trouve chez des chimpanzés, et j'ai choisi les chimpanzés de Gombe, qui sont des chimpanzés qui sont connus pour être des chimpanzés particulièrement chasseurs et particulièrement carnivores. Le deuxième point important à souligner, c'est qu'il y a une grande variation d'un groupe humain à l'autre dans cette consommation de viande. Et ici, je me suis limité à des chasseurs-cueilleurs qui vivent en milieu tropical. Mais si on avait inclus des chasseurs-cueilleurs qui vivent en milieu arctique, par exemple, la variation sera encore plus considérable. Je vous demande de garder cette information dans un coin de votre tête parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Cette exploitation de l'environnement pour extraire de la viande par les hommes a tout un tas de conséquences, et en particulier des conséquences sociales. J'ai beaucoup insisté lors de ma conférence inaugurale sur le fait que si chez les chimpanzés, c'est essentiellement les chasseurs qui consomment de la viande, chez les hommes, il y a un partage qui est organisé à l'intérieur du groupe, et c'est quelque chose qui est très très important dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ce n'est pas spécialement celui qui chasse qui consomme le produit de sa chasse. Une autre différence très importante entre chimpanzés et hommes, c'est la taille du territoire exploité. Je vous ai mis sur cette figure une distribution de la taille des territoires chez des groupes de chasseurs-cueilleurs humains et chez des chimpanzés. C'est une échelle logarithmique, hein, c'est-à-dire qu'elle progresse de façon très très rapide quand on se déplace verticalement. Ces chimpanzés-là, il y a 8 groupes qui viennent de différents coins d'Afrique, ont des territoires entre 10 et 20 km². Pour les hommes, les territoires sont d'une taille beaucoup plus grande, alors, sauf pour des gens qui vivent dans des îles dont évidemment le territoire est réduit, mais on a une moyenne qui est autour de 6000 km² pour ces chasseurs-cueilleurs, et ceux qui sont là tout en haut de la variation sont à 60 000 km². Donc vous voyez des territoires qui n'ont absolument rien à voir avec le territoire de nos chimpanzés qui attrapent un petit singe de temps en temps. Cette consommation de la viande chez les hommes, d'un point de vue évolutif, on l'a mise en relation avec le développement de notre grand cerveau. Pourquoi? Parce que ce grand cerveau a besoin de beaucoup d'énergie, et donc il faut d'abord lui fournir une alimentation qui est riche en calories, et d'autre part, le fait de passer à une alimentation carnée, de consommer des graisses aussi, ça a été un moyen pour les hominines de réduire la taille du tractus digestif et donc d'économiser de l'énergie
une partie de notre organisme qui est très consommatrice d'énergie. Donc, d'économiser de l'énergie sur ce système pour le réinvestir dans le développement et le fonctionnement du cerveau. Du moins, c'est comme ça que ce changement alimentaire est généralement interprété. Alors, quand on regarde l'évolution de la taille du cerveau chez les hominines, on voit que cette augmentation de taille, elle commence, disons, autour de 2 millions, 2,5 millions. Avant cela, on a des australopithèques dont la taille du cerveau est à peine supérieure à ce que l'on trouve chez des grands singes africains, avec très peu de changements au cours des temps géologiques. Et puis, disons, autour de 2 millions d'années, on voit qu'on a une augmentation rapide, certains disent même de plus en plus rapide, de cette augmentation du cerveau chez les adultes. Et donc, on s'attend, si je peux dire, à voir le début de cette consommation de viande, de graisse, quelque part autour de 2 millions, 2,5 millions. Et de fait, quand on va dans le registre paléontologique et archéologique, il se trouve que c'est autour de 2,5 millions que l'on trouve les premiers outils oldowaïens. On en a trouvé en Éthiopie, essentiellement dans 2 gisements, un qui s'appelle Gona et l'autre qui s'appelle Hadar. Mais on a aussi quelques sites en dehors de cela, en particulier un site qui n'est pas encore vraiment publié, mais dont on entend parler sur Internet, qui est un site qui se trouve à l'ouest Turkana. Alors quand même là, avec une date qui est beaucoup plus ancienne que ce à quoi on s'attend. Je reviendrai sur ce point-là dans un petit moment. Alors, ce changement alimentaire qu'on observe chez les hominines, il faut bien comprendre que ce n'est pas un changement brutal, et j'insisterai beaucoup là-dessus. En fait, c'est un changement qui s'inscrit dans le genre Homo, dans un paysage beaucoup plus, j'allais dire, vaste et complexe, du changement des régimes alimentaires des animaux qui vivent en Afrique pendant les derniers millions d'années, et en particulier des hominines et d'autres hominines qui ne sont pas des représentants du genre Homo. Alors, malheureusement, chez ces hominines pliocènes, on ne peut pas étudier le taux d'azote 15 parce qu'on n'a pas de molécules organiques conservées. Donc, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il se trouve exactement dans la chaîne trophique. La seule chose qu'on peut étudier du point de vue isotopique, une des choses principales qu'on peut étudier sur le plan isotopique, c'est le signal du carbone 13. Alors, je vous rappelle que ce carbone 13, il nous donne un signal qui nous dit si ces individus ont extrait leur nourriture d'une chaîne en C3 ou en C4. Donc on parle du monde végétal. Mais il ne nous dit pas où dans la chaîne trophique ils ont trouvé leur alimentation. Donc en gros, cela veut dire que si on a des individus qui ont un très fort taux de carbone 13, ça veut dire que soit ils mangent de l'herbe dans un milieu aride, évidemment pour les hominines c'est quelque chose qui paraît assez improbable, mais quelque chose de végétal produit par ce milieu aride, mais ils peuvent aussi manger des animaux qui mangent cette herbe dans ce milieu relativement sec, et c'est probablement le cas pour les représentants du genre Homo. Et donc quand on regarde en Afrique de l'Est les différentes espèces d'hominines que l'on connaît entre 4,5 millions d'années et puis 1 million d'années, on voit en fait qu'on a une augmentation régulière de ces valeurs de carbone 13, et cette augmentation, elle traduit en fait un changement de l'environnement qui se passe dans cette partie de l'Afrique avec un accroissement considérable des surfaces, des milieux ouverts avec des surfaces de savane, voire de steppe. Et donc, il est probable que toutes ces espèces que l'on voit ici avec des valeurs très élevées en C13 sont des espèces qui ont suivi chacune leur propre stratégie pour s'adapter à ces changements environnementaux, soit par la voie, j'allais dire, végétarienne,
et c'est certainement le cas de Paranthropus boisei, donc le fameux casse-noisette d'Olduvai que je vous ai déjà montré. Et pour les hommes, eux aussi sont engagés dans cette voie, cette adaptation à ce milieu ouvert, mais certainement avec des aliments qui s'enracinent dans la chaîne des plantes en C4, mais beaucoup plus élevés dans la chaîne trophique avec de la viande. On a en Afrique du Sud quelque chose qui est beaucoup moins net, avec peu de variations au cours du temps. Ce qui est intéressant quand on regarde ces diagrammes isotopiques, c'est qu'on voit en fait qu'autour de à peu près 3,5 millions d'années, on a une ouverture du spectre alimentaire de toutes ces espèces. Donc on passe d'espèces qui habitent probablement dans des milieux relativement couverts, où il y a des arbres, où il y a des feuilles, où il y a des animaux qui vivent dans ces environnements couverts, et puis qui doivent s'adapter à des conditions changeantes et qui le font de différentes façons. On peut aussi mettre en relation ces variations isotopiques avec des variations morphologiques. Je vous ai dit que c'était une autre façon de regarder l'alimentation. Et là, ces auteurs, Sponheimer et ses collègues, ont mis en relation ces variations isotopiques avec des caractères morphologiques, essentiellement la robustesse de la mandibule, la section de la mandibule, et puis les surfaces dentaires post-canines, molaires et prémolaires. Alors, sur ces diagrammes, on ne voit pas de représentants du genre Homo, il s'agit uniquement d'Australopithèques, soit le genre Australopithecus, soit le genre Paranthropus. Mais ce qu'on voit de façon très très nette, c'est que, en gros, au cours du temps, on a des formes qui sont de plus en plus adaptées à ces milieux, enfin à cette alimentation végétale relativement coriace. Lorsqu'on regarde les traces de micro-usures sur les dents, on voit que se rajoutent à ce phénomène des variations d'une espèce à l'autre et qui sont liées au type de nourriture qu'elles trouvent dans ces environnements variés. Et notamment, il y a des espèces qui semblent avoir été relativement contraintes, si je peux dire, dans des sources alimentaires assez étroites. C'est le cas, encore une fois, pour Paranthropus boisei, mais d'autres, au contraire, comme les paranthropes d'Afrique du Sud, semblent avoir eu accès à des sources de nourriture beaucoup plus variées. Alors, une fois de plus, j'attire votre attention sur le fait que lorsque l'on dit que ces paranthropes, en particulier ces paranthropes d'Afrique de l'Est, trouvent leur alimentation dans un milieu de plantes en C4, c'est-à-dire un milieu de savane, voire de steppe. Donc on les imagine en train de manger des tubercules, des choses assez coriaces, des végétaux assez durs à mastiquer. En fait, on a des indices que cette source de nourriture avec un taux de C13 relativement élevé, ce n'est peut-être pas uniquement des végétaux. Et en particulier, il y a plusieurs sites sud-africains, le site de Swartkrans, le site de Sterkfontein et le site de Drimolen, qui sont des sites où on a trouvé, alors surtout pour Swartkrans et Drimolen, on a trouvé beaucoup de restes de ces Australopithèques robustes. Et dans ces sites, on a des outils en os, dont on pense qu'ils ont été utilisés par ces paranthropes. Et l'étude des stries d'usure sur ces outils en os, et puis aussi des expériences qui ont été faites pour reproduire ce type de stries d'usure, suggèrent qu'en fait ces objets ont été utilisés pour exploiter des termitières. Et c'est quelque chose qu'on connaît chez les chimpanzés, qui sont capables de fabriquer des outils, alors pas en os, en bois, mais pour aller chercher les termites et puis les manger. Et il est très probable que ces paranthropes exploitaient aussi les termites, un peu comme les chimpanzés modernes. Mais vous voyez que avec cette exploitation des termites, on va se retrouver dans une chaîne alimentaire
de plantes en C4, même si ce n'est pas directement des plantes. Alors, venons-en à la viande elle-même. Je vous ai dit qu'une des sources d'information, c'était les restes animaux qui avaient été soit chassés, soit charognés par les hominines. Les plus anciennes traces d'intervention qui semblent artificielles sur des ossements d'ongulés viennent du gisement ou des gisements de la région de Dikika en Éthiopie. Et vous voyez à nouveau que, un petit peu comme pour les plus anciens outillages, on arrive avec des dates qui sont beaucoup plus anciennes que cette augmentation de la taille du cerveau autour de 2 millions d'années dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ces traces sont discutées. Il y a des gens qui pensent que ce ne sont pas des traces de découpe faites par des outils de pierre. Elles ont peut-être été faites par des crocodiles. C'est quelque chose qui est très discuté, mais enfin, on a, avec maintenant l'arrivée d'outillage en pierre au-delà de 2,5 millions, quand même un faisceau d'arguments qui suggèrent que non seulement les représentants du genre Homo, mais certains australopithèques, non seulement ont utilisé des outils, mais ont consommé des termites, mais probablement aussi ont consommé au moins occasionnellement de la viande. Et qui plus est, on a des arguments anatomiques liés à la morphologie de la main chez ces australopithèques récents qui suggèrent qu'ils étaient adaptés à l'utilisation d'outils de toute façon. Alors quand on se rapproche dans le temps des premiers représentants du genre Homo, on trouve d'autres traces de ce type-là. Celles-ci viennent d'un gisement qui s'appelle Bouri en Éthiopie et qui est daté d'environ 2,5 millions. Ce gisement, géographiquement, est très proche du gisement de Gona, où on a trouvé ces outillages très très anciens. Et donc, quand on a décrit ces restes, on a dit, ben voilà, à l'époque, on ne connaissait pas les traces de découpe qui ont été découvertes à Dikika. On a dit, voilà, ce sont les premières interventions des premiers représentants du genre Homo avec leurs premiers outils sur de la faune. Donc, on a le témoignage de cette consommation de viande chez les premiers représentants du genre Homo. Alors, comme celle de Dikika, ces traces de découpe sont elles aussi discutées, hein, mais ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est qu'en fait, quand on regarde ce type de reste pour la période de temps entre, disons, 2,5 millions et 1,9 million ou 2 millions d'années, eh bien, pour toute l'Afrique, on en connaît à peu près une quinzaine. Alors, c'est quand même pas beaucoup, hein. Une quinzaine d'os sur lesquels il y a peut-être des traces de découpe. Vous allez voir que quand on passe cette frontière de 2 millions, 1,9 million, on passe dans un monde complètement différent parce qu'à ce moment-là, ces traces d'intervention humaine sur des restes animaux vont devenir extrêmement abondantes. En fait, le premier site où on trouve vraiment en abondance et de façon claire à la fois des outillages lithiques et puis des traces d'intervention humaine, c'est ce fameux site FLK dont je vous ai parlé, qui est le site où on a trouvé le zinjanthrope. Vous vous souvenez de Marie et Louis Leakey dans les années 60, trouvant d'abord leur zinjanthrope puis leur Homo habilis. Ce site FLK Zinj, au sein de tous les sites qu'on connaît à Olduvai avec des assemblages osseux, c'est celui où l'intervention des hominines semble la plus intense, la plus claire, alors que de nombreux autres assemblages ont été un petit peu revisités et on pense qu'en fait les carnivores ont joué un rôle essentiel dans la formation des autres assemblages. Et vous voyez qu'on est quand même très très loin du tout début de l'olduvaiien, puisqu'on est déjà à 1,8 million. Alors, ces informations qui viennent de l'archéologie sont confirmées en partie quand même par les données isotopiques. Je vous ai dit qu'on ne s'intéressait pas uniquement aux isotopes du carbone et de l'azote, on s'intéresse occasionnellement à des isotopes plus lourds.
Ici, j'ai choisi un exemple tiré d'un travail de Balter et collaborateurs qui ont étudié les rapports des isotopes du strontium et du barium sur le calcium. Et sans rentrer dans le détail de ces graphes, on voit quand même que, en particulier en ce qui concerne le rapport barium-calcium, les premiers représentants du genre Homo semblent se rapprocher du signal qu'on observe chez les références modernes de carnivores. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est qu'on a dans cette période de temps où l'environnement change, où le milieu devient plus ouvert, une voie qui est suivie par les australopithèques robustes, qui est orientée vers le végétal coriace, et puis des choses comme les termites ou ce qui vit dans cet environnement-là, et puis une niche écologique complètement différente qui est celle du genre Homo, où il y a de la consommation de viande. Cette consommation de viande, c'est l'amplification de quelque chose qui existait déjà chez les australopithèques certainement, mais qui se développe en fait essentiellement après 1,9 million d'années. Alors quand on parle de viande, on imagine des gazelles, des antilopes, des zèbres. C'est pas seulement ça la consommation de viande. Et en particulier, depuis quelques années, on a mis en évidence que ces premiers représentants, enfin ces anciens hominides, probablement premiers représentants du genre Homo, exploitent aussi des ressources aquatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, sinon complètement surprenant, mais assez nouveau. Une des explications qui est donnée à ce phénomène, c'est que les ressources aquatiques, c'est un moyen de se procurer un certain nombre de nutriments, en particulier d'acides gras, qui sont nécessaires au développement cérébral. Et donc, pour ces formes qui ont des cerveaux de plus en plus gros, c'est probablement une source d'alimentation précieuse. Et on a maintenant plusieurs gisements où on trouve, alors elles sont très difficiles à voir, mais on voit des traces de découpe sur des tortues aquatiques, sur des gros poissons-chats qui vivent toujours aujourd'hui en Afrique de l'Est et qui apparemment ont été exploités par les hominines juste après 2 millions d'années. Alors quand on regarde comment on peut connecter ces informations avec cet arbre des hominines que je vous ai déjà montré, eh bien, donc 1,9 million, c'est là qu'on voit vraiment se développer cette consommation de viande. Si on zoome un petit peu, on va voir que, en fait, ça ne correspond pas vraiment au début du genre Homo, j'ai déjà insisté là-dessus, mais ça semble plutôt correspondre au début des formes que l'on classe dans Homo erectus au sens large, et on a l'habitude d'appeler en Afrique les premiers représentants d'Homo erectus Homo ergaster. En fait, cette date de 1,9 million, après laquelle on trouve des sites où la consommation de viande est tout à fait patente, eh bien, correspond en fait aussi à l'âge des premiers Homo ergaster. Et cela, ça apporte un peu, même beaucoup, d'eau au moulin de mon collègue Bernard Wood qui était là la dernière fois et qui, en gros, pense que les vrais représentants du genre Homo sont en fait ceux que l'on trouve à partir de cette date-là. Alors pour finir, je voudrais vous dire quelques mots du feu et de la cuisson. Alors, dans le monde actuel, dans le monde des hommes d'aujourd'hui, on ne connaît pas de population qui ne prépare pas sa nourriture, qui la mangerait crue, directement tirée de l'environnement. Il y a d'ailleurs, sans revenir à Lévi-Strauss, il y a de nombreux mythes qui expliquent comment les hommes sont devenus vraiment des hommes parce qu'ils ont appris à faire le feu et puis à cuire leurs aliments. Alors, l'utilisation du feu dans les populations de chasseurs-cueilleurs actuelles, elle est extrêmement variée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces utilisations-là, mais je voudrais simplement souligner le fait qu'on a mis en avant un certain nombre d'avantages très importants pour les premiers représentants du genre Homo à utiliser le feu. Alors d'abord, la cuisson des aliments.
rend la nourriture beaucoup plus facilement assimilable. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne connaissait pas de population qui ne préparait pas sa nourriture d'une façon ou d'une autre, et pour cause, on a des données qui montrent clairement que quasiment c'est impossible de survivre si on se nourrit uniquement de nourriture crue, tirée de l'environnement, non domestiquée, si je peux dire. On a fait des recherches sur des gens qui ont des régimes alimentaires très très riches en aliments crus, et en gros, plus on augmente la proportion d'aliments crus, et plus on voit le BMI, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, baisser. D'ailleurs, il y a des gens qui mangent de la nourriture crue pour perdre du poids, ça marche très très bien. Si vous vous mettez à manger cru, vous verrez. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas durer éternellement. En particulier, on se rend compte chez les femmes que si on les amène à avoir une nourriture uniquement crue, eh bien, en gros, on voit se développer une aménorrhée, ce qui n'est pas vraiment formidable du point de vue de la fécondité de la population. Donc, clairement, les hommes modernes, en tout cas, sont adaptés à manger des aliments préparés et singulièrement des aliments cuits. Alors, cette préparation des aliments, non seulement les rend plus assimilables, mais aussi plus faciles à mastiquer, à ingérer, à digérer. Donc, là encore, économie d'énergie, possibilité de réallouer cette énergie au développement du cerveau et, encore une fois, réduction du système masticateur et de l'intestin. Le fait de préparer les aliments, ça facilite aussi quelque chose qui est important chez les hommes, on en a déjà parlé, qui est le sevrage assez précoce que l'on observe chez les hommes. Et il est certain que dans les populations actuelles, c'est une possibilité très, très importante. Et puis, mes collègues, en particulier mon collègue Richard Wrangham, a aussi beaucoup insisté sur autre chose, c'est que chez les chimpanzés, la protection contre les prédateurs la nuit se fait essentiellement par une mise à l'abri dans les arbres. En gros, les chimpanzés se construisent un nid pour dormir, pour être sûr de ne pas être mangé par un léopard, ça ne marche pas toujours, pour ne pas être mangé par un léopard pendant la nuit. Et donc, en gros, l'argument, c'est que chez les australopithèques, nous avons encore des adaptations qui permettent une locomotion arboricole, en tout cas partielle, peut-être justement pour se mettre à l'abri la nuit, mais dès qu'on rentre dans les formes du style Homo erectus, là on a des formes bipèdes complètement terrestres, et donc ces collègues, en gros, ont tiré argument de toute cette liste de points pour dire que les Homo erectus devaient, en quelque sorte, posséder le feu et cuire leurs aliments. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des proportions corporelles et une locomotion de primates bipèdes terrestres, ils ne vont plus dans les arbres, ils ont un cerveau qui est beaucoup plus grand que celui des australopithèques, et puis ils ont aussi déjà une réduction du système masticateur très importante. Donc en gros, pour Wrangham, tous ces traits montrent qu'ils ont accès à une alimentation préparée. Alors le problème, c'est que, évidemment, est-ce qu'on a des traces de feu et de cuisson dans des périodes aussi anciennes? Alors comment est-ce qu'on peut tester ces hypothèses? Comment est-ce qu'on peut voir si on a la présence de feu, la présence de cuisson? Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais le feu dans les gisements archéologiques, c'est d'abord des restes de foyer, des charbons, des cendres. Ça, pour les gisements les plus récents, c'est assez facile à mettre en évidence. Voilà ici une accumulation de foyers dans un gisement moustérien du sud-ouest de la France. Il ne faut quand même pas trop se laisser abuser par ces coupes où on voit des couches noires qui ont l'air d'être du charbon, parce qu'il y a des gisements où on a classiquement décrit l'utilisation du feu sur la foi de profils comme celui-là, et où on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de feu. En particulier, je pense à un gisement chinois très célèbre qui est le gisement de Zhougoudian,
qui est donné dans beaucoup d'ouvrages comme un des gisements où on a la première utilisation du feu. Le jour où on a commencé à regarder la micromorphologie des sédiments de Zougoudienne et où on a fait de la géochimie, on s'est rendu compte qu'en fait ces sédiments, c'était des sédiments qui n'avaient absolument rien à voir avec le feu. Alors on a des traces de feu qu'on peut observer aussi sur des ossements ou sur des silex chauffés. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Et puis surtout maintenant, on a de nombreuses techniques qui se développent autour de ce qu'on appelle la micromorphologie, qui consiste à aller regarder sous un microscope des lames de sédiments imprégnés avec une résine et où on peut détecter des charbons microscopiques ou des éléments minéraux qui sont liés à l'activité du feu. En particulier, les cendres, lorsqu'elles survivent dans un gisement, au bout d'un moment, sont dissoutes et se recristallisent sous forme de calcite. Et on peut distinguer tout ça dans ces lames minces. Alors les premières traces de feu, si vous allez dans la littérature, vous verrez qu'on a en Afrique une poignée de sites où on croit avoir reconnaître du feu ou des traces de feu, et certains d'entre eux remontent assez loin dans le temps, puisqu'on parle de 1,5 million pour certains des gisements qui sont listés ici. Et évidemment, mes collègues qui pensent que Homo erectus pratiquait déjà la cuisson des aliments nous disent que c'est évidemment une toute petite, c'est la pointe de l'iceberg, qu'en fait il y a de nombreux autres gisements où on pourrait avoir du feu, mais il ne s'est pas conservé pour des raisons liées tout bêtement à leur âge très ancien. Alors en fait, quand on regarde cette liste, on se rend compte que dans aucun de ces sites, on a trouvé réellement de foyer, quelque chose qui ressemble à un foyer organisé avec un feu contrôlé par l'homme. Et en fait, le problème de tous ces gisements, c'est qu'on peut presque à chaque fois interpréter ces restes comme les restes de feu naturels. Et ce n'est pas uniquement l'association d'outillage fabriqués par les hommes et de restes de feu qui peuvent être des feux naturels qui nous prouvent l'utilisation du feu par les hommes. Alors singulièrement en Afrique, on sait qu'il y a de nombreux feux naturels qui sont liés aux effets de la foudre. Je vous ai mis ici un petit planisphère qui vous montre le nombre d'impacts de foudre au kilomètre carré et par an. Et vous voyez que l'Afrique est singulièrement favorisée de ce point de vue-là, avec dans certaines régions 70 impacts de foudre au kilomètre carré et par an, ce qui est quand même pas mal. Et donc il y a des tas de raisons d'avoir des feux naturels dans ces régions-là. Alors en fait, le premier gisement dans lequel on considère assez sérieusement la possibilité que le feu ait été utilisé par l'homme, c'est un gisement qui se trouve en Israël, qui s'appelle Gesher Benot Yaakov. Et dans ce gisement, on a essentiellement trouvé dans les sédiments, c'est un gisement qui se trouve dans la vallée du Jourdain, on a trouvé une grande quantité de petits fragments de silex qui sont manifestement chauffés à une température assez élevée. Et c'est ce qu'on trouve dans des gisements paléolithiques plus récents où les hommes ont taillé la pierre près de foyers actifs. Alors, on n'a pas vraiment à Gesher Benot Yaakov de vrais foyers, mais quand on regarde la distribution spatiale de ces petits éclats de silex chauffés, on voit quand même qu'il y a des concentrations que nos collègues ont interprétées comme des restes de foyers qui ont été dispersés ensuite peut-être par l'action de l'eau. Quand on avance dans le temps, alors là, on a des traces de feu beaucoup plus claires à partir de 400 000 ans. Pour rester en Israël, je vous montre une photographie du site de Kessem, qui est une grotte dans laquelle on a là des traces d'activité humaine très très claires, un outillage abondant, des restes de boucherie, des traces de boucherie sur les restes animaux, et puis de nombreuses traces de feu, en particulier au milieu du gisement, daté d'environ 300 000, on a un vrai foyer
qui fait presque 2 mètres de diamètre, avec tout ce qu'on veut, de la cendre, des os brûlés, un vrai foyer. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à trouver des restes de feu un petit peu partout. Dans un travail récent, Ray Brooks et Villa ont revisité tous les sites découverts en Europe dans lesquels on avait décrit des traces possibles de feu. Et vous voyez ici la distribution en fréquence de ces sites à travers le temps. Hein, donc il s'agit du nombre de sites par tranche de 10 000 ans. On a effectivement quelque chose qui commence aux alentours de 400 000 ans. Et à partir de cette époque-là, on a un accroissement régulier, systématique de l'utilisation du feu. Et on sait que ces feux ne sont pas des feux qui sont, occasionnels. Il y a une vraie technique de contrôle et d'utilisation du feu. Et j'en veux pour exemple cet éclat emmanché qui est pris dans de la résine de bouleau et qui vient d'un gisement donc moustérien qui a plus de 200 000 ans. Pour produire ce genre de mastic, il faut une vraie connaissance de la cuisson des résines et donc une vraie technologie derrière la fabrication de ces objets. Alors pourquoi, avant de quitter le feu, on a donc une espèce de différence de timing entre ce qui se passe, ce que l'on trouve dans le registre archéologique et ce que l'on s'attendrait à trouver si l'on suivait les arguments d'ordre purement physiologique, en particulier liés à l'accroissement de la taille du cerveau. Alors il est probable que les premiers, les représentants du genre Homo qui vivent entre 1,8 million et puis, disons, 500 000, peut-être qu'ils ont occasionnellement utilisé du feu, mais apparemment ils n'ont pas un contrôle, une production du feu très maîtrisée. Et simplement, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que si on revient à l'argument de Wrangham à propos de l'accroissement de la taille du cerveau et de la nécessité d'avoir des aliments cuits pour ça, en fait, dans la tranche de temps entre, disons, 1,8 million et 600 000, l'accroissement de la taille du cerveau est en partie au moins lié à un accroissement de la masse corporelle chez les hominides. Et après 600 000, après 400 000 a fortiori, on a un accroissement de la taille du cerveau qui, là, est indépendant de l'accroissement de la masse corporelle. Et il est probable que, peut-être, dans cette dernière période de temps, la nécessité d'avoir des aliments cuits est encore plus importante. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais passer la parole à ma collègue Amanda Henry, mais peut-être, si vous le voulez, je peux répondre à quelques questions.